Et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Si vous aviez le profil pour être président de la République, réponse peut-être dans notre grand angle. Eh oui, car président de la République, peut-être en avez-vous donc le profil et les qualités sans même le savoir. Mon invité du soir s'est justement penché sur ces personnalités amenées à occuper les plus hautes fonctions et surtout comment sont-elles désignées ou choisies. Bonsoir Christian Lebard, vous êtes politologue, professeur en sciences politiques et vous venez donc de sortir ce nouvel essai qui s'appelle Présidentiable aux éditions Presse Universitaire de Rennes. Christian Lebard, tout d'abord ce mot présidentiable dont vous avez fait le titre, dont vous avez repris le titre de votre livre, est-ce que c'est un terme qui a toujours existé ou est-ce que c'est relativement nouveau ? Non, non, le mot n'est pas si ancien que ça. Il date des années 60-70 et surtout, il s'est développé à partir au tournant du siècle. Il est assez peu utilisé auparavant. On a vu aussi premier ministrable, voilà, avec donc un suffixe qui envisage la question d'une possibilité d'être président. Alors dire qui est présidentiable ou pas, c'est un petit peu comme un feuilleton avant une élection. C'est un terme, comme vous le dites, qui revient souvent. Alors pourquoi et sur quels critères certains seraient-ils jugés plus aptes que d'autres à être président, à être chef de l'État ? Alors c'est un jeu très très compliqué d'essayer de voir qui a ce pouvoir de décréter les présidentielles, parce que c'est à la fois les partis politiques bien sûr qui donnent l'investiture à un candidat pour les représenter, c'est aussi les élus locaux qui acceptent de parrainer des candidats potentiels, et puis c'est aussi, et il faut insister là-dessus, les commentateurs qui utilisent ce terme pour labelliser certaines personnalités politiques en disant celui-ci, celle-ci n'est pas présidentiable en fonction de critères qui évoluent au fil du temps, enfin qui tournent un petit peu toujours autour des mêmes équations et autour des mêmes quadratures du cercle, puisqu'il faut être à la fois proche et lointain, il faut être à la fois avoir de l'expérience politique et en même temps incarner quelque chose de nouveau, et d'une certaine façon il faut à la fois une inscription masculine et aussi des choses qui renvoient à des imaginaires plus féminins. Donc il faut être un peu, il faut un peu avoir toutes les qualités du monde, forcément. Ouais, si je comprends bien, il faut être autant dans l'opération séduction que dans la politique. Je voulais qu'on prenne l'exemple d'Emmanuel Macron, qui est assez atypique. On s'en souvient, lui, il a été élu sans avoir été un leader politique de premier plan durant de longues années ou être tout simplement élu localement. On va aller davantage à l'avenir vers ce genre de profil, selon vous, qui s'éloigne un petit peu de la politique pure ? Alors, effectivement, le profil d'Emmanuel Macron est extrêmement intéressant parce que, à la fois, il a un pied dans le champ politique quand même. Il tombe pas du ciel. C'est pas Donald Trump, c'est pas Éric Zemmour. Enfin, c'est déjà quelqu'un qui a été ministre. C'est quelqu'un qui est déjà dans l'appareil d'État. Voilà, il est énarque. Bon, il est dans le champ politique incontestablement. Mais il a jamais été élu auparavant. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même très en rupture par rapport aux habitudes de la Ve République où on allait plutôt évidemment chercher les présidentiables chez des gens qui avaient un cursus politique classique. Ils avaient parfois été Premier ministre, presque toujours ministre. François Hollande ne l'avait pas été, on le lui avait assez reproché, mais en tout cas ils avaient été élus locaux, ils avaient été parlementaires, bref, et Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, incontestablement est en rupture avec le modèle, puisqu'il écrit un livre qui s'appelle Révolution, et lui il insiste très clairement, dans un contexte qui est un petit peu un contexte populiste, il faut appeler les choses par leur nom, il insiste sur le fait qu'il n'est pas du sérail, il n'est pas un professionnel de la politique, il vient de l'extérieur. Voilà. Donc c'est une sorte de... Voilà, il joue cette carte-là du renouvellement par l'extériorité. Vous parliez, Christian Lebard, de Volodymyr Zelensky. On peut également citer donc Donald Trump. Est-ce qu'il y a des profils un petit peu originaux de présidentiables qui émergent comme ça dans différents pays ? Alors, la France, de ce point de vue-là, se caractérise quand même par une forte clôture du champ politique sur lui-même, c'est-à-dire les parrainages par les élus, c'en est un peu le symbole, c'est-à-dire que on tombe pas du ciel et on n'est pas labellisé présidentiable en étant complètement extérieur au champ politique. Et quand on essaie de le faire, je pense à tout ce qui a pu se dire sur une candidature Coluche, sur une candidature Yves Montand, etc., force est de reconnaître que ça marche pas. À l'étranger, ça peut marcher.
La logique de l'élection présidentielle, et encore une fois en contexte populiste, c'est aussi une logique qui consiste à dire moi je ne suis pas compromis dans tous les jeux politiques, je suis extérieur, je suis pur, et donc je vais faire ce que les professionnels de la politique ne sont pas capables de faire. Ça peut donner le meilleur comme Zelensky, ça peut donner le pire comme Trump, c'est-à-dire voilà, des gens qui rentrent directement dans le champ politique par le centre, par le haut, par le poste de président, sans jamais avoir eu d'expérience politique avant. Christian Lebart, est-ce qu'un bon présidentiable sur le papier fait ou fera un bon président selon vous ? Alors présidentiable, en fait, ça veut dire deux choses. Ça veut dire à la fois quelqu'un qui fera un bon président, mais aussi quelqu'un qui est capable de gagner l'élection présidentielle. Et souvent, on mélange un peu les deux idées, alors qu'il conviendrait quand même de les distinguer, puisqu'on peut effectivement avoir tous les attributs qui font le possible vainqueur de l'élection, sans pour autant avoir les attributs qui font le décideur courageux, compétent, qui sait entrevoir l'avenir, qui sait rassembler, etc. Et les qualités ne sont pas forcément les mêmes. Et encore une fois, l'équation populiste du moment incite à réfléchir, par exemple, au risque de démagogie dans l'offre politique, au fil des campagnes, qui ne prépare pas forcément à exercer le pouvoir. Et on sait que ce sont deux choses différentes en démocratie que de conquérir le pouvoir et de l'exercer. En guise de conclusion, dans votre essai, il y a une phrase qui m'a assez interpellé et je trouve l'idée intéressante. Vous dites que si on se projette sur la présidentielle de 2027 en France, vous confirmez en quelque sorte que ce sera davantage une personnalité qu'un parti qui sera élu. Incontestablement, le temps n'est plus des grandes familles politiques dont les leaders étaient des candidats naturels et forcément les favoris. Les candidats des grands partis, que ce soit le PS, que ce soit les Républicains, à la dernière élection présidentielle, ils ont fait des scores très très médiocres. Et en plus, ce n'étaient pas les leaders naturels de leur camp. Donc, les partis politiques se sont très franchement effacés au fil du temps, puisque voilà, on a pu voir une équation quasiment inverse. Ce sont des présidentiables qui construisent un parti à leur mesure, à leur main. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est le cas d'Emmanuel Macron avec En Marche. Donc là, on a une personnalité qui précède le parti et pas l'inverse. L'équation classique, c'était le parti qui se dotait d'un candidat. On n'en est plus là. Christian Lebart, une dernière question. Quand vous observez la jeune génération d'hommes et de femmes politiques, est-ce que vous avez l'impression qu'ils se disent tous présidentiables eux-mêmes ou elles-mêmes ? Alors, ils ne le disent pas forcément, mais je pense que c'est un point sur lequel nous devrions réfléchir collectivement, c'est-à-dire que la logique de notre système politique est vraiment celle de l'incitation à la présidentialisation, l'obsession d'élections présidentielles dont les journalistes nous disent qu'elle est dans toutes les têtes de toutes les personnalités politiques. Bref, le jeu tourne tout entier autour de ce scrutin et de ce scrutin seul, ce qui fait que voilà, on ne peut pas s'empêcher, et quand je dis on, c'est les commentateurs, c'est tous ceux que la vie politique intéresse, on ne peut pas s'empêcher de jauger la présidentiabilité d'un ministre dont on parle un peu, d'un leader partisan, ou même tout simplement d'une personnalité populaire, même si elle a construit sa popularité ailleurs, dans l'univers du sport, du spectacle, etc. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la dérive présidentialiste, incontestablement. Merci beaucoup Christian Lebart d'avoir été l'invité du 64 minutes. Je rappelle la sortie de votre nouvel essai qui s'appelle Présidentiable et peut-être que nos téléspectateurs en le lisant se reconnaîtront dans le profil du prochain président de la République. Merci beaucoup Christian Lebart. Merci.